Vous pensez que la F1 est impitoyable? Demandez plutôt à Yuki Tsunoda ce qu'il en pense après s'être fait remplacer sans vergogne par un gamin de 18 ans. Bienvenue dans la jungle, la Formule 2. C'est ici que les carrières se font ou se brisent en une fraction de seconde. 22 pilotes, tous au moins 17 ans, la même voiture, un seul rêve, obtenir l'un des 20 baquets les plus convoités au monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'antichambre de la Formule 1. On va analyser comment cette catégorie a évolué ces dernières années pour devenir l'usine à rookies de la Formule 1. On parle technique, rivalité et surtout on va voir quels rookies ont survécu à l'enfer pour atteindre le Graal et ceux qui n'ont pas eu cette chance alors qu'ils avaient totalement leur place. On en a vu des pilotes défiler venant de F2 en 2025 sur la grille de F1. Kimi Antonelli, Ali Bierman, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar, Colapinto, ils sont tous sortis du même moule. Mais pour un rookie en Formule 1, combien de Pourchaire ou de Drogovic sont restés sur la touche? Analysons tout de suite comment la F2 prépare techniquement les pilotes et comment la QV 2025 a survécu à sa première année chez les grands. Avant de parler des pilotes, il faut comprendre leur outil de travail. En quoi une F2 c'est différent? Comme dans d'autres catégories, c'est une compétition monotype. Ça veut dire le même châssis d'Alara et le même moteur Mecachrome V6 Turbo. Tu gagnes, c'est toi, tu perds, c'est toi. En 2024, il y a eu une grande évolution imposée par la FIA qui a voulu rendre les F2 plus proches de la F1 du point de vue de son fonctionnement en piste. L'objectif, l'aérodynamisme des F1 modernes à effet de sol. L'idée de la FIA était simple, rendre la transition vers la F1 plus naturelle. Sauf que piloter une F2 reste très différent d'une F1. Pourquoi? Sur une F2, pas de direction assistée. Demandez à Bierman, Hadjar ou Antonelli comment ils devaient se battre avec le volant dans chaque virage. L'autre facteur important, c'est le format des week-ends de course, le format sprint du samedi avec la grille inversée. Tu fais la pole à la qualif, et ben tu pars quand même 10e le samedi et tu es obligé d'apprendre à dépasser dans le trafic, à gérer tes pneus sales, à éviter les fous furieux au premier virage. C'est l'école de la survie. C'est ce qui fait un premier tri parmi les bons pilotes et les potentiels futurs champions du monde. Remontons un peu le temps. Pour comprendre 2025, il faut regarder ce qui s'est passé ces dernières années. 2022, ça a été le drame de Felipe Drugovich. Il domine la saison, il est titré champion de F2 et il finit pilote de réserve chez Aston Martin pendant 3 ans où il a espéré enfin une retraite anticipée de Lance Stroll. D'ailleurs, il quitte Aston à la fin de la saison 2025. Pour 2026, il était en lice pour un baquet chez Cadillac, mais comme vous le savez, c'est Sergio Pérez et Valtteri Bottas qui ont été retenus. Faute de baquet en F1, il va s'orienter vers une saison 2026 en Formula I chez Andretti avec Jake Dennis comme coéquipier. La leçon en F1, le talent ne suffit pas, il faut le timing. Logan Sargent, il passe de la F2 à la F1 chez Williams en 2023 où il est titularisé aux côtés d'Alexander Albon et il devient ainsi le premier pilote américain à disputer une saison complète de Formule 1 depuis Scott Speed en 2007. Sa première saison est marquée par l'apprentissage, mais il faut être honnête, la Williams manque de performance. Bien qu'il soit régulièrement qualifié en fond de grille, il marque néanmoins son premier point en F1 lors du Grand Prix des États-Unis. Williams décide de le reconduire pour la saison 2024, mais ses performances sont plutôt décevantes. Fin juillet, Williams annonce la venue de Carlos Sainz pour le remplacer la saison suivante. Un mois plus tard, lors du Grand Prix des Pays-Bas, Logan se crache lors des essais du samedi matin. Sa voiture ne pouvant pas être réparée à temps, il ne participe pas aux qualifications et termine la course à la 16e place. 2 jours plus tard, Williams met fin à son contrat et le remplace par Franco Colapinto pour le reste de la saison. On peut dire que la Formule 1 a été plus que brutale avec Sargent. D'ailleurs, il a pris quelques mois en 2025 pour prendre du recul vis-à-vis de la course et maintenant il oriente sa carrière en ELMS pour rejoindre un programme du WEC avec Genesis, le constructeur coréen. Théo Pourchaire, champion 2023 de F2, mais tout comme Drugovich, il n'a pas eu le bon timing, lui chez Sauber, pour obtenir son baquet, malgré des très bons résultats en F1 et une efficacité en piste qu'il avait prouvée. 2022 et 2023 nous ont appris une chose, gagner la F2 ne vous garantit plus rien. Il faut quelque chose en plus et c'est là qu'on arrive à la génération des rookies que nous avons eu le plaisir de découvrir cette année en Formule 1. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, mais personnellement j'ai été plus qu'impressionné de leur performance. 2024 a été l'année charnière, c'est là que tout a basculé. Commençons par le cas Oliver Bierman. À Jeddah, il saute dans la Ferrari de Sainz, il n'a pas dominé sa saison de F2, il était même en difficulté avec Prema, mais sur une seule et unique course de F1, il a montré qu'il avait le rythme et le talent. Ça a envoyé un message clair au paddock, ne regardez pas le classement, regardez la vitesse pure. Et c'est là qu'on arrive au cas Franco Colapinto. Quand il replace Sargent fin 2024 chez Williams,
Tout le monde crie au génie après Bakou. Oui, il a marqué des points rapidement, oui, il a du charisme. Et on l'a vu sur la fin de la saison 2024. Dès que la pression est montée, les fautes sont arrivées. Les crashs au Brésil, à Vegas, ça a coûté des millions à Williams. Colapinto nous a rappelé une réalité brutale. Pour durer en F1, il faut de la constance et de la constance. Vous avez compris? De la constance. C'est là que la F2 ne lui avait pas encore totalement appris. Pendant ce temps, en F2 2024, on a eu ce duel magnifique entre Isack Hadjar et Gabriel Bortoleto. Isack Hadjar justement, s'il y a un pilote qui a marqué les esprits en 2024 et en 2025, c'est bien lui. Son style en F2 était unique. Agressif, tard sur les freins, c'est ce style Verstappenesque qui a séduit Helmut Marko, qui lui a permis de le signer pour l'année 2026. Qu'il soit champion ou non, Hadjar a prouvé qu'il avait l'ADN d'un tueur. C'est ce tempérament que la F1 recherche aujourd'hui. Bortoleto, qui gagne la F3 et la F2, coup sur coup, ou presque, Sauber ne s'est pas trompé en le signant pour 2025, c'est clair. Bortoleto nous l'a d'ailleurs bien prouvé car je trouve que les résultats qu'il a réussi à accomplir dans la Sauber en 2025 sont vraiment remarquables. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner chez Audi en 2026. Nous voici fin 2025, il est temps de faire le bilan sur la saison de nos rookies issus de la filiale F2. Commençons par Jack Doohan chez Alpine. C'était la belle histoire, le pilote de l'académie, le bosseur du simulateur, mais la réalité de la piste a été brutale. Doohan ne fait que quelques grands prix cette année avant d'être remercié. Pourquoi? Parce que le simulateur ne remplace pas la course. Après avoir quitté la F2 en 2023, il est resté trop longtemps sur la touche. Quand il est arrivé dans le grand bain en 2025, il manquait de rythme et de tranchant dans les batailles. Il était rouillé. C'est un avertissement pour tous les pilotes, une année sabbatique peut être fatale. Rappelez-vous, fin 2024, Colapinto avait fait quelques approximations, dira-t-on chez Williams. Il avait impressionné par sa vitesse, mais il l'avait surtout effrayé par ses crashs coûteux auprès de Williams. En 2025, en récupérant le baquet de Doohan, l'Argentin s'offre une deuxième chance. À voir comment il évoluera en 2026, en espérant que la voiture soit meilleure que celle de cette année. Mais si on met de côté le paramètre voiture, on remarque malgré tout que Pierre Gasly est toujours devant son coéquipier Colapinto. Colapinto, c'est simple, c'est 0 points cette année au championnat pilote. Kimi Antonelli chez Mercedes, c'était le pari le plus risqué depuis Verstappen. Passer de la FRECA à la F2, puis directement chez Mercedes, le gars il a 18 ans, il est en Formule 1, c'est un truc de dingue. Sa saison 2025 a été mouvementée, mais je trouve qu'il s'en est très bien sorti. On a vu la vitesse sur un tour, il est déjà capable de titiller Russell, mais on a aussi vu le manque d'expérience, la gestion des pneus sur les longs relais, quelques erreurs sous pression, de la déconcentration peut-être, comme on a vu en Italie. La F2 l'a préparé à la bagarre, c'est certain, mais pas à la complexité technique de gérer ses émotions et une course de F1 en tête pendant 1h30. C'est là que le saut de classe mondiale se fait sentir. Oliver Berman chez Haas, pour moi, c'est la réussite de l'année. Pourquoi? Parce qu'il est dans une petite écurie indépendante, avec moins de moyens. Oliver Berman a vraiment fait un travail incroyable cette année, de par la qualité de ses résultats, mais aussi de par le fait qu'il n'a eu aucun accident, il n'a pratiquement rien coûté à l'écurie Haas. Pour moi, Oliver Berman, c'est la réussite de l'année. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps. Une deuxième saison en F2 en 2024, compliqué d'ailleurs il faut le dire, beaucoup de tests privés et une première course chez Ferrari en Formule 1 où il a terminé 8ème, marquant ainsi des points dès sa première course. Arrivé chez Haas en 2025, il était prêt. Il a su scorer des points quand la voiture le permettait. C'est l'exemple parfait de la F2 qui fonctionne si on ne brûle pas les étapes. Mais si vous voulez comprendre à quel point ce sport est vraiment sans pitié, il faut regarder du côté de la filière Red Bull. Une fois de plus, j'ai envie de dire, l'année 2025 restera dans l'histoire comme celle du grand ménage. Tout tourne autour du nom que vous devez retenir, Arvin Lindblad. Ce gamin est un phénomène. 18 ans à peine, il arrive en F2 cette année, à peine sorti de F3, on s'attendait à une année d'apprentissage. Tu parles, Lindblad a survolé la saison 2025. Il a piloté avec une maturité effrayante pour son âge. Pas d'erreur, une gestion des pneus chirurgicale et cette capacité à tuer la course quand il est en tête, c'est du Vettel et Verstappen tout craché. Et vous imaginez bien, quand Helmut Marko voit un talent pareil, il ne perd pas une seconde. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre, Arvid Lindblad sera titulaire chez Racing Bulls en 2026 et roulera aux côtés de Lawson. Mais pour qu'une étoile monte, une autre doit s'éteindre. Cette promotion scelle le destin de Yuki Tsunoda. Le japonais a tout donné chez AlphaTauri, chez Vizakash Racing Bulls. Il a eu sa chance dans la maison mère en 2025, mais n'a pas apporté les résultats escomptés, comme plusieurs autres pilotes avant lui d'ailleurs j'ai envie de dire. Son heure est peut-être passée, mais en tout cas pour l'instant ce qui est certain c'est qu'il n'a pas de baquet pour la saison prochaine. C'est la cruauté absolue du système. Hadjar a pris la place de l'énervé à la radio, et Lindblad prend la place du prodige.
Résultat, Yuki Tsunoda perd tout baquet en Formule 1. Si vous cherchez une preuve que la F2 est l'antichambre dans la Formule 1, la voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. Que ce soit sur l'évolution technique des F2 ou sur le parcours de ces jeunes pilotes pleins d'espoir et pleins de rêves. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu sur Karting to F1 Story. C'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne et de me montrer que vous appréciez le contenu que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Ciao!